Donc pour cela, là, je voudrais inaugurer cette édition en remerciant les 3 intervenants. Je vais lire parce que c'est des personnes très importantes qui me font l'honneur d'être là avec nous. Donc Pierre-Louis Rucaliès, merci beaucoup, président délégué chez Unimev. Jennifer Barbosa, qui est mon ange gardien, elle est là à tous les salons. Adjoint au maire de Nice, son papa aussi. Adjoint au maire de Nice, conseillère métropolitaine, conseillère régionale de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Anne Lechandzinski, élue à la chambre, à la CCI Nice-Côte d'Azur, dirigeante de la verrerie de Biot, représentante de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice-Côte d'Azur. Je vous prie de les saluer pour leur intervention. Merci. C'est pas très chic, c'est un homme qui commence, puis on m'a tendu le micro. C'est la parité à l'envers. C'est la parité à l'envers. Merci Jennifer. Ce matin, on m'a demandé de parler donc du télétravail et du digital, donc je vais vous en parler parce qu'effectivement sur le MAX, parce que Unimev, c'est l'Union nationale des métiers de l'événementiel, c'est notre fédération nationale qui couvre 90% des acteurs et qui, vous l'imaginez, a beaucoup souffert, mais ça c'est un autre sujet dont on parlera juste après. Alors, premier point, télétravail, effectivement une transformation totale. Le télétravail, ça existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc on le connaissait, et là, le Covid a fait basculer le monde dans le télétravail, et on voit bien qu'il n'y a pas un retour total qui s'est fait dans les entreprises et une organisation. Si on prend le printemps, dès le printemps 2020, sur les Américains, parce que toujours les Américains, il faut regarder ce qu'ils font, puisqu'en général, on l'a après chez nous. Dès le printemps 2020, les services de ressources humaines ont bien compris l'opportunité qu'ils avaient en imaginant qu'une partie de leur personnel puisse être en télétravail. Pourquoi? Parce que ça leur faisait gagner de l'argent. Il ne faut pas penser que les ressources humaines ne pensent qu'au management, ils pensent aussi aux économies que peut réaliser l'entreprise. Et là, il y avait une source incroyable d'économies à faire, d'avoir finalement les salariés chez eux, même si on négociait quelques petits avantages, on en parlera après. Donc, résultat des courses, effectivement, des millions de salariés qui sont chez eux pour travailler, et ça va durer. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le MAX? Parce que c'est une immense opportunité pour pouvoir, justement, générer d'autres opérations, de nouvelles manifestations sur le marché dit corporate, c'est-à-dire celui d'une entreprise. Et effectivement, donc, les ressources humaines confirmaient que pour compenser cette absence de relations humaines au sein de l'entreprise, on a quand même beaucoup souffert depuis 1 an et demi, tout ça, de l'absence de relations sociales. Voilà, j'imagine que vous étiez très content d'être devant Netflix les premières semaines. Au bout d'un moment, les apéros sur Zoom, moi en tout cas, j'ai trouvé ça très limite. Surtout quand vous aviez plusieurs... bon bref, c'est pas le sujet. Enfin, c'était pas terrible. Donc effectivement, on a besoin de cette relation sociale. Donc sur ça, les ressources humaines disent on va compenser, on va investir dans des événements de type team building, de brainstorming, de réunions qui effectivement donc mobilisent les salariés pour ne pas qu'ils perdent le fil de leur entreprise. Voilà. Donc ça c'est le premier point, et donc ça va générer certainement donc un business à l'avenir. Ça va prendre un petit peu de temps parce que les choses vont se structurer, mais moi je pense que les entreprises vont faire beaucoup plus de réunions qu'ils n'en faisaient auparavant. Le deuxième point, l'intérêt du télétravail pour nous, c'est qu'aussi, alors c'est un peu subtil ce que je vais vous dire, mais on a une problématique, c'est le transport, notamment le transport aérien. C'est-à-dire que tant que le transport aérien ne revient pas à son niveau, on aura quand même du mal à avoir des manifestations internationales. Et on estime aujourd'hui que le retour, alors à la normale, qu'est-ce que ça veut dire à la normale? Enfin, on va dire un comparatif avec 2019, il va falloir 2024, 2025, on le voit ici avec l'aéroport de Nice, on est loin encore du compte. Donc, eh bien, ces gens qui sont en télétravail vont générer du trafic en transport et vont compenser le tourisme d'affaires qui va manquer, parce qu'effectivement, on va moins monter pour une réunion de 2 heures à Paris, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a pris de bonnes habitudes
de pouvoir se réunir sur Zoom ou Teams ou peu importe, et donc de pouvoir minimiser. Donc il y aura moins de tourisme d'affaires, que j'appelle moins individuel, c'est-à-dire des déplacements pour des petites réunions, et plus de télétravail, et donc ça devrait compenser les transports, et j'espère sauver notamment le transport aérien, parce que sans ça, on aura beaucoup de mal. Et puisque je fais une parenthèse là-dessus sur le transport aérien, il faut savoir qu'effectivement, on va rester sur des événements continentaux. Quand je dis continentaux, par exemple Grande Europe, pour nous, pendant encore quelques années, avant d'avoir vraiment une fréquentation importante de retour des Asiatiques, des Américains sur les événements internationaux. C'est pour ça qu'effectivement, à Paris, par exemple, tous les événements se sont déroulés, mais ils ont une jauge d'environ 50%. Voilà, ça c'est la première partie. Je vais passer la parole, puis je parlerai du digital peut-être. Non, ce sera plus sympa comme ça. Je pense que c'est plus simple. Bon, et bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre-Louis. Moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en présentiel aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de représenter la région Sud et d'être auprès de Karen pour cet événement qui est un très bel événement pour notre région, qui est un très bel événement pour Nice. Moi, je me rappelle des premiers échanges que nous avons eus. Eh bien, c'est Marina de la Chambre de commerce qui nous a fait nous rencontrer. Et Karen, elle développe ce salon depuis de nombreuses années sur Paris. Et elle a fait le pari de venir sur Nice pour en créer une édition niçoise, une édition méditerranéenne. Et donc, dans un contexte qui était plus facile, parce qu'on était en 2019, donc le pari était osé, parce qu'il fallait quand même tenter la première aventure, parce que ça marchait très bien sur Paris. Et puis effectivement, la région Sud a bien évidemment soutenu cet événement qui est un événement important pour le tourisme, un événement important pour nos professionnels. C'était avant la crise, mais déjà le digital était un élément très important et l'innovation en matière d'hôtellerie et de restauration très important pour ces métiers-là, et que nous soutenons depuis très longtemps au niveau de la région. Donc moi j'étais présidente de la commission tourisme, présidente déléguée du CRT Sud, et c'est vrai que pour nous c'était très important de pousser cet événement. Donc la première édition était une très belle édition, et puis l'année d'après la Covid, et donc on ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'on fait, et puis Karen, elle a un moral d'acier, elle a une détermination hors du commun, et donc elle a dit on y va, on le fait. Et donc c'est vrai que c'était il y a 1 an, on sortait d'une période compliquée, on ne savait pas trop où on allait, mais elle a décidé de le faire quand même. Et donc la région l'a accompagnée à nouveau, parce que pour nous c'était important, c'était un des premiers événements qu'on avait après la crise que nous avions connue. Donc c'était important de s'y remettre. Comme tu le dis Pierre-Louis, effectivement, le secteur de l'organisation des grands événements, de l'organisation des congrès, de l'organisation des salons est extrêmement touché par cette crise que nous sommes en train de vivre, mais les comportements évoluent et donc c'est vrai qu'on a encore plus besoin de salons comme le tien que tu organises, Karen, parce qu'on a besoin de toutes ces solutions aujourd'hui. Les professionnels en ont besoin. Ils ont besoin de savoir, d'avoir des solutions innovantes, d'avoir des solutions différentes. C'est vrai que l'année dernière, on voyait pas mal de choses par rapport à je sais pas, enfin tout ce qui concerne le sanitaire. C'était très important, les tablettes. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler différemment, mais on a besoin de vivre, on a besoin de continuer à travailler. Et ce secteur est un secteur pour lequel on a tous besoin que ça revienne. On voit aujourd'hui, comme tu le disais Pierre-Louis, c'est génial d'avoir cet outil qui est Zoom, cet outil qui est Teams, ça nous a permis de garder le contact, mais aujourd'hui on a besoin de se retrouver, de se voir, alors peut-être pas de se toucher parce que effectivement le virus circule, donc il faut qu'on fasse très attention et être vigilant, mais c'est vrai qu'on a besoin de ce lien humain, de ce rapport social, de cette présence. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Teams et les Zooms de la Terre ne remplaceront pas cette présence non virtuelle, cette présence effective. Donc je remercie vraiment Karen pour cette persévérance. C'est la 3e édition.
c'est encore une très belle édition. La région te soutient encore dans ce bel événement, et moi je suis très très heureuse de pouvoir être parmi vous tous et toutes aujourd'hui parce qu'on en a besoin. La région, elle a toujours cru à l'innovation touristique, on a toujours soutenu les entreprises qui avaient envie d'aider les professionnels du tourisme pour innover. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Et donc, parce qu'on a des pépites dans la région, parce qu'on a des pépites aussi chez nous qui peuvent aussi innover au profit des professionnels du tourisme qui viennent aujourd'hui se renseigner, prendre des solutions, prendre des renseignements, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent, etc. Donc, merci Karen, merci pour ta présence, merci pour tous ceux qui t'accompagnent et qui ont fait le pari aujourd'hui de prendre des stands. Et en tout cas, nous, on continuera à t'accompagner. C'est important pour nous que tu aies choisi Nice, que tu aies choisi notre région. Et en tout cas, merci. Belle journée à toutes et à tous. Et profitez bien de tout cet environnement innovant pour trouver vos partenaires futurs de demain. Merci. Donc bonjour à tous, bonjour Jennifer, bonjour Pierre-Louis, bonjour Karen. Mon nom est Anne Lechinski, je représente la Chambre de commerce et je représente le président Sadarino de la Chambre de commerce et d'industrie, excusez-moi, c'est un petit lapsus. Nous avons, aujourd'hui je viens ici pour ne pas vous parler, parce que nous sommes en campagne électorale. Donc, en tant que membre élu de la Chambre de commerce, je n'ai pas le droit de parler de ce que la Chambre de commerce a fait avant, de ce qu'elle fait aujourd'hui, de ce qu'elle fera demain. Donc, je vous conseille d'aller sur notre stand, où là, les gens pourront vous accueillir, et c'est au B19. Mais je vais quand même dire 2 mots sur le fait que, pour nous, évidemment, le tourisme est une filière principale sur la Côte d'Azur, très importante. Karen est venue faire ce salon ici après 3 éditions parisiennes, 3e édition ici sur la Côte d'Azur. Nous avons dans notre chambre de commerce une personne très importante qui s'appelle Marina. À elle toute seule, elle fait presque tout dans le tourisme pour la chambre de commerce. Elle est c'est une personne qui connaît le tourisme sur le bout des doigts, qui s'investit et qui justement nous permet de faire des rencontres comme la vôtre, de permettre à un salon comme celui-ci de venir sur la Côte d'Azur est très important. Et je vous rappelle que dans le sud de la France, nous avons aussi Sophia Antipolis, première technopole européenne. Donc pour l'innovation, c'était vraiment l'endroit idéal pour le faire. Il est important pour l'industrie du tourisme de changer, d'évoluer avec son temps. J'avoue que tous les industriels du tourisme que je connais, hôteliers, restaurateurs, n'attendent pas cela. Ça fait très longtemps qu'ils font, c'est qu'ils sont dans la digitalisation. Cependant, j'ai fait un petit tour, puisque j'arrive en avance, et j'ai vu un nombre incalculable d'innovations, mais super innovantes. C'est-à-dire des choses que quelque part, je n'ai pas encore vues. Et c'est cela, ce salon. C'est découvrir les technologies de demain, et peut-être même d'après-demain, se les accaparer et faire en sorte que professionnels de l'hôtellerie et de la restauration puissent avoir toujours une avance. C'est important pour notre région, on doit être à la pointe de tout. Pour que les gens viennent chez nous, ils doivent trouver quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors il y a le terroir, il y a toutes nos entreprises, etc., l'artisanat et tout ça. Mais il y a ce côté high-tech que je trouve extraordinaire, pour ne pas dire fun, dans nos hôtels et dans nos restaurants maintenant. Et c'est vrai que cette période de la Covid a accéléré ce mouvement. N'oublions pas effectivement l'être humain, mais quand je vois le nombre de stands qu'il y a aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont déjà arrivées alors que c'était encore fermé, j'ai beaucoup d'espoir
pour la suite du salon, pour la 4e édition l'année prochaine. Karen, absolument, on y tient. Et la Chambre de commerce sera toujours, et d'industrie sera toujours à vos côtés pour faire des événements de cette sorte. Donc je vous souhaite à tous bon salon. Et vous voyez, heureusement que je ne peux pas parler très longtemps parce que sinon vous en aviez pour une demi-heure. Bon salon à tous. Alors ça me permet de rebondir sur le digital forcément, puisque c'est un salon qui est concentré sur le sujet, sur la transformation en fait de notre secteur, principalement l'hôtellerie et la restauration, mais effectivement le digital, je vais revenir sur évidemment le sujet que je connais bien, qui est le marché du tourisme d'affaires, transformation. Donc là aussi pareil, printemps 2020, hein, vous vous souvenez, vous étiez tous confinés, tous chez vous. Premier confinement. Non, vous n'étiez pas chez vous? Si, je pense. Il y a des chances. Et donc, on nous explique, les médias nous expliquent que l'événementiel en présentiel est mort. C'est fini. Et va être donc remplacé par donc le digital pur, le virtuel. Ce en quoi il y avait un élément déjà que les journalistes avaient totalement oublié, c'est que la croissance des 5 dernières années entre 2019 et 2015 s'était faite grâce au digital. Donc en fait, c'est le digital qui... il ne faut pas opposer le digital avec le présentiel. Au contraire, c'est deux outils formidables qui nous ont permis d'avoir la croissance que nous avons eue ces dernières années. Alors là, évidemment, 2020, tout s'arrête et on essaye, par des moyens divers et variés, d'organiser quand même des événements en virtuel. Et donc, il y a différentes expérimentations qui sont faites. Sachant que, effectivement, ce qui existait déjà et que vous avez certainement entendu, c'est ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire le physique et le digital, qui lui, par contre, a certainement un avenir assez important et qui existait déjà. Hein. C'est simplement l'accélération. Je prends toujours cet exemple, mais je trouve qu'il est parlant parce qu'il est important. Le congrès des cardiologues, qui est un congrès mondial, un des plus gros congrès au monde. Quand il se fait, il y a à peu près 30 000 participants physiques. Mais dans le monde, évidemment, les cardiologues, heureusement pour nous, ils sont des centaines de milliers. Et donc en fait, ce congrès est suivi depuis des années, à la fois par 30 000 personnes, alors il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, mais à la fois aussi en digital, pour permettre aux cardiologues qui sont à Singapour, à Tokyo ou à Vancouver, de pouvoir suivre certains ateliers bien spécifiques qui les intéressent, et de pouvoir donc apprendre, se former, puisque les événements, ça sert à ça. Hein. Ça sert à apprendre, à former. Vous êtes venu ici pour être certainement avoir un peu plus de connaissances que ce que vous avez quand vous êtes arrivé ce matin. Donc, c'est le principe général. Donc, le phygital est en train de se développer fortement, mais le présentiel existera, puisque déjà, de toute façon, dans le phygital, il y a ces deux éléments. Donc, le virtuel 100%, ça c'est le premier point. Est-ce que demain, ça peut exister ? Oui, mais finalement de manière assez marginale, je pense. Alors, une des raisons, j'ai cherché, je me suis dit pourquoi finalement ça prendra pas le pas. Alors d'abord, le premier point, c'est la technologie quand même. Encore, il faut faire des bons technologiques encore. Donc il nous en manque un ou deux avant d'arriver vraiment à avoir un virtuel assez intéressant. Puis je réfléchis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Et en fait, c'est tout simple. Hein. La différence notable, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard sur un événement virtuel, c'est des algorithmes. Et donc ces algorithmes vont provoquer des rendez-vous que vous allez avoir avec d'autres personnes qui participent à la manifestation virtuelle. Il n'y a pas de hasard. Quand vous êtes sur un salon physique aujourd'hui, je vais certainement ressortir d'ici et rencontrer une ou deux personnes que je connaissais et avec lesquelles je vais converser et peut-être échanger sur des sujets qu'on aurait dû générer à d'autres moments et donc gagner du temps. Ils vont peut-être me faire rencontrer des personnes que je vais avoir plaisir à rencontrer et peut-être que dans les mois qui viennent, je ferai du business avec ces personnes-là, etc. Le hasard. Voilà, en fait, c'est ça qui fait peut-être la différence. Alors, il y a certainement d'autres, mais je trouvais que ça c'était bien, donc je l'ai gardé. Voilà, je pense qu'effectivement c'est un élément, mais le virtuel arrivera à générer ce hasard, c'est qu'une question de technologie, mais pour le moment, ça restera encore quand même un élément assez limité. Alors après, le phygital. Le phygital, aujourd'hui, tout le monde s'est précipité dessus.
on fait des conférences, on le reprend avec une caméra. Vous avez certainement participé à ce type d'éléments où vous voyez une conférence. Bon, moi je trouve ça chiant, je vous le dis. C'est-à-dire que éventuellement c'est déjà pénible quand vous êtes dans la salle, hein, parfois, selon ceux qui donc échangent. Mais alors en plus, derrière votre caméra, enfin derrière votre écran, c'est juste infernal. Donc là, il y a deux problématiques. La problématique du modèle économique, je vais y revenir, et donc le montage qui est fait, c'est-à-dire vous ne pouvez pas en fait dupliquer ce qui est fait en présentiel. C'est une erreur fatale des organisateurs aujourd'hui, mais ils vont y venir. Donc le premier point, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, tout ce qui s'est fait ces 18 derniers mois, en général, quand c'était en ligne, c'était gratuit. Alors là, il y a un petit problème. Nous, on l'a fait à Unimel, hein, on a fait notre réunion au mois de juillet, et on a voulu donc rassembler les associations régionales de professionnels qu'on avait sur le territoire. Donc on a fait des visios à distance. Bon, ça nous a coûté une fortune, ça nous a coûté plus cher en technique que la manifestation physique. Hein. Voilà. Donc il y a un problème de modèle économique. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire payer les conférences, les interventions qui sont en ligne. Sauf que je viens de dire que c'est pas très sexy. Donc comment faire? Eh bien en fait, et c'est là où toute une série de nouveaux métiers vont arriver et où je pense qu'il va y avoir un lien qui existe déjà, hein, mais encore plus important avec les médias au sens large du terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'image créative. Pour moi, par exemple, il y a un pôle qui s'est développé avec la ville de Cannes et avec l'université qui se trouve à Cannes. Pour moi, là, il y a de la ressource humaine et de la formation continue, la formation initiale qui va se développer. On a besoin en fait d'acteurs qui vont développer du contenu, de la mise en scène, pour qu'effectivement, ce qui va être en digital soit intéressant. Je prends un exemple concret pour que ça vous parle. Vous avez un intervenant qui vient du Canada et qui vient pour 3 jours. Il fait sa conférence en physique. Le gars, il s'est déplacé, il a fait 6000 bornes. Vous voulez le garder une demi-heure de plus. Donc vous le mettez dans une autre salle, vous lui faites un enregistrement d'une vingtaine de minutes qui est la synthèse pure de ce que vous venez d'entendre de la conférence et qui sont les moments les plus importants de sa conférence. Vous y rajoutez l'infographie, vous y rajoutez de la vidéo et ça, vous le vendez. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le point, je pense, principal qui va effectivement générer ces activités-là, et vous verrez qu'effectivement vont se développer le digital. Et c'est super important parce que pourquoi il y a eu de la croissance ces 5 dernières années avec le digital? Parce qu'on avait un problème en fait avant, qui était de se dire comment on parle à notre communauté pendant 361 jours. C'est-à-dire on a une manifestation pendant 3 jours, 2 jours, enfin ça dépend, et toute l'année après on leur parle plus. Ils nous oublient. Donc comment on fait pour leur parler? Alors avant on leur faisait courrier, tout ça, là, c'était un peu... Alors après on a passé des mails, mais c'est pas géant. Donc le digital a permis en fait de créer des événements, de l'information un peu plus sexy que celle de la version mail, et qui a permis de créer cette mobilisation qu'il peut y avoir pendant ces 360 jours sur lequel vous attendez l'événement s'il est évidemment annuel. C'est ce qui est le cas pour la plupart des événements. Donc ça va être vraiment super important de travailler cette partie-là, ce développement de la communauté. Là aussi encore des nouveaux métiers. Je vois des étudiants dans la salle, donc voyez un petit peu. Attention à la technique, hein. Ne soyez pas généraliste, puisqu'effectivement, si on parle là, la partie formation, il faut penser qu'on va avoir besoin de techniciens. Et quand je dis technicien, c'est pas de logisticien, hein. C'est-à-dire de la technique, maîtrise d'outils, de digital. Donc, et pas simplement, je l'ai abordé. Je vois beaucoup d'étudiants arriver, ils ont une dizaine de logiciels sur leur CV. Super. Ok, on commence à rentrer dans le sujet. Et en fait, en général, on s'aperçoit qu'ils ont travaillé 10 heures, 12 heures. Et c'était il y a 2 ans. Ils ne savent même plus l'allumer, ou l'ouvrir, l'application ou le logiciel. Donc ça ne marche pas. Donc allez voir des formations qui vous proposent des spécialités sur lesquelles vous allez vraiment travailler sur des outils pointus qui vont faire que quand vous allez arriver dans une entreprise, effectivement, eh bien, vous êtes un salarié ressource dès que vous arrivez, parce que alors le mal du siècle, hein, c'est quand même de renvoyer les étudiants en formation continue, puisque la formation initiale n'a pas suffi. Voilà, donc je referme la parenthèse là-dessus. Et je finirai par un 3e point, qui est qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans notre région, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même.
qu'est-ce qu'on a fait pour notre région, qui transforme en fait notre secteur d'activité. Eh bien, au mois d'avril 2020, décidément, ça a été une période faste, ce printemps 2020. Mais c'est justement, c'est la rupture, c'est-à-dire c'est quand tout est bloqué que vous innovez. Hein. C'est pas quand vous êtes débordé, je sais pas vous, moi maintenant je suis débordé, donc on n'innove plus. Hein. On essaie juste de mettre en place ce à quoi on a pensé ces 18 derniers mois, mais là c'est fini. Hein. L'innovation, déjà c'est bien si on arrive à mettre tout ce qu'on a imaginé en place. Donc au mois d'avril, donc au tout début, même mars peut-être, je fais un courrier à Renaud Muselier, président de la région, à Jennifer aussi, et je leur dis voilà, c'est la cata, et on ne sait pas pour combien de temps, parce que bon, on espérait quand même repartir juste après l'été quand même. Voilà, donc ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je vous donnerai les résultats d'ailleurs de 18 mois d'inactivité, mais donc on a écrit pour savoir comment on allait faire. Donc on leur a dit voilà, on a quelques idées. Parce qu'il va falloir préparer le retour en pensant que quelques mois après on allait repartir, mais que quand même les entreprises allaient être très abîmées. Donc c'était l'occasion d'accélérer en fait une transformation. Et donc on a proposé plusieurs solutions, et la région a été extraordinaire parce que effectivement quand même, il faut savoir qu'une institution quand même ça met toujours du temps pour répondre. Bah là non. Donc à la fois le président, les élus, les services ont répondu tout de suite à nos sollicitations, et donc on a engagé le travail, donc plateforme commerciale en marque blanche pour accélérer le lien entre les devis des clients et le reste. Donc c'est en place maintenant parce que c'est en place techniquement depuis longtemps, mais il n'y avait pas des clients au bout, donc ça ne sert à rien. Et puis on a créé For Event, qui va changer de nom d'ailleurs, mais qui est la partie puisque bon, je suis coprésident de l'UNIMEP, et je suis aussi président de Provence Côte d'Azur Events, qui est un pôle de compétences sur le tourisme d'affaires en région, et c'est de ça dont je vous parle. Excusez-moi, je vais vite, je fais des raccourcis, j'en suis désolé, mais j'ai envie de vous donner quelques informations ce matin rapidement. Et donc on a travaillé sur ces éléments-là avec la région, et donc on a créé, on a aujourd'hui For Events, c'est de la formation initiale, de la formation continue que l'on fait déjà depuis l'année dernière, enfin depuis le début de l'année 2021. On a un incubateur sur le tourisme d'affaires. Dans la première session, les premières entreprises vont arriver cet hiver. On a un accélérateur qui permet effectivement l'objectif. Moi j'ai un souvenir très fort d'un secteur d'activité industrielle avec qui m'avait expliqué comment il faisait pour transformer des entreprises où il y avait 15-20 salariés pour que 4 ans après ils en aient 200. Alors bon, c'est le monde industriel, hein, mais quand même. C'est-à-dire en fait il est coach, c'est comme les Jeux Olympiques, hein, pareil. C'est-à-dire vous avez l'ostéo, le médecin, l'entraîneur, celui qui est sur le banc, donc ils ont tout ça, mais eux ils s'appellent l'avocat, le fiscaliste, etc. Et l'objectif c'est qu'effectivement le chef d'entreprise qui est motivé va passer très vite sa PME de PME en ETI. Voilà. Donc nous on avait envie de faire la même chose aussi dans notre secteur d'activité pour avoir des gros opérateurs, des grosses PME qui travaillent dans notre secteur et qui entraînent toute la région sur le sujet. Voilà, donc on a mis tout ça en place, et donc en fait l'objectif c'est évidemment de gagner quelques années, c'est-à-dire de reprendre de l'avance pour notre région par rapport aux autres régions. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, je vais conclure avec ça, on a été très abîmés, hein. Donc le secteur a perdu... alors c'est un petit secteur, hein, c'est 40 000 emplois directs. Le secteur de l'événementiel professionnel, des rencontres professionnelles. Donc on a perdu à peu près 30% de nos salariés, on a à peu près perdu les 3/4 de notre activité, on a perdu en fait 16 milliards en 2020 de chiffre d'affaires, on en a fait perdre 16 à toute l'hôtellerie, la restauration, les commerces, le transport, donc ce qu'on appelle le ruissellement. Donc c'est monstrueux. Et donc effectivement, donc on a eu beaucoup de mal au début à nous faire entendre par les services de l'État. Il a fallu attendre plusieurs mois avant qu'ils comprennent l'impact qu'avait notre secteur. Alors, ça a toujours des avantages cette crise, c'est qu'aujourd'hui ils l'ont bien compris. On est beaucoup plus soutenu que l'on était avant la crise, beaucoup plus d'écoute. Et le secteur, semble-t-il, n'est pas trop abîmé. Il n'y a pas eu trop d'entreprises qui ont déposé le bilan dans notre région, assez peu. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir rebondir. Et là, donc on prépare un plan de relance avec l'État
Alors, je ne peux pas vous donner les détails puisque l'État ne nous a pas répondu sur nos propositions, mais en tout cas, je peux vous donner les grandes lignes. On a proposé un crédit d'impôt pour les PME pour qu'elles reviennent dans les salons et les foires sur l'année 2022-2023. On a proposé un plan d'investissement pour les sites, parce qu'effectivement, l'investissement s'est effondré ces 2 dernières années, vous l'imaginez. On n'allait pas dépenser de l'argent sur les investissements alors qu'on avait déjà à peine de quoi payer les salaires. Et puis, effectivement, un vrai plan de promotion, plutôt avec des acteurs comme Business France et avec Promo Salon, pour aller chercher tous les clients qu'en ce moment, les Allemands et les Italiens sont en train d'essayer de récupérer. Bien sûr, hein, ça c'est la norme. Et je finirai par quand même quelques chiffres encourageants. Si les plus jeunes souhaitent venir dans ce secteur-là, il faut savoir que la France est la première destination, souvent en congrès. Paris est souvent la première ville de congrès. Donc souvent la France est le premier pays en congrès, et que nous faisons partie des 4 pays principaux en salon. Et donc je vous rappelle nos concurrents. Ils ne sont pas des petits concurrents, puisque ce sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Voilà, donc de temps en temps on cherche à savoir où est-ce qu'on est à peu près compétent. Eh bien, sur l'événementiel, on est compétent. La preuve en est, c'est qu'on va recevoir aussi la Coupe du Monde de rugby en 23, les Jeux Olympiques en 2024, et qu'il ne faut pas croire que c'est très séparé. Tous les acteurs qui sont dans notre secteur d'activité vont travailler, bien évidemment, sur la Coupe du Monde de rugby et sur les Jeux Olympiques. Voilà, donc l'avenir est assez intéressant. Voilà. Je ne dirais pas qu'il est rayonnant, mais il est très intéressant pour ceux qui veulent bouger. Merci. Merci beaucoup Pierre-Louis pour ces mots d'espoir. Merci à Jennifer pour le soutien de la région Sud. Merci Anne parce que sans la Cécile je ne ferais rien. Je vous souhaite à tous un excellent salon. Visitez. Moi-même j'étais surprise par les découvertes. Il y a vraiment de très belles startups et de très beaux stands. Allez voir ce qu'ils font. C'est vraiment surprenant. Il y a plein de découvertes à faire. Bon salon à vous tous.